Un homme regarde un enfant se faire massacrer à coups de pelle. Il a 12 ans. Et ce soir-là, il décide de consacrer le reste de sa vie à détruire le système qui a permis ça. Quitte à tuer, quitte à mourir. Nous sommes en 1812. John Brown est un gamin de l'Ohio qui vient de conduire seul un troupeau de bœufs sur plus de 150 km. Le marshal qui le reçoit l'admire, le fait asseoir à sa table, le couvre d'éloges devant ses invités. Mais dès que la porte se referme derrière le dernier convive, ce même homme attrape une pelle en fer et frappe un garçon de l'âge de John jusqu'au sang. Un esclave, un enfant. Et personne ne dit rien. Ce soir-là, quelque chose se brise dans John Brown et quelque chose d'autre naît. Une conviction absolue. L'esclavage est le plus grand crime de l'humanité. Et si personne ne l'arrête, alors lui le fera. Il passe les décennies suivantes à aider des esclaves à fuir via l'Underground Railroad. Il loge des fugitifs, les cache, les nourrit. Quand ses voisins blancs lui demandent de chasser les Amérindiens de leurs terres, il leur répond « Je préfère prendre mon fusil et vous chasser vous ». Mais le pays ne l'écoute pas. En 1850, le Fugitive Slave Act oblige même les États libres du Nord à capturer et renvoyer les esclaves en fuite à leurs propriétaires. John Brown réalise alors une chose. Les abolitionnistes parlent. Ils pétitionnent. Ils écrivent des lettres. Et pendant ce temps, des hommes, des femmes, des enfants continuent d'être traités comme du bétail. Il forme un groupe armé. Il part au Kansas, où la violence entre pro- et anti-esclavagistes fait rage. Et là, en mai 1856, il franchit une ligne que rien ne justifie et que tout explique. 2 événements consécutifs font sauter le dernier verrou dans sa tête. Une ville anti-esclavagiste est saccagée. Et le lendemain, au Sénat, un représentant pro-esclavagiste fracasse le crâne d'un sénateur à coups de canne devant tout le monde. La nuit du 24 mai 1856, John Brown frappe à la porte d'un colon pro-esclavagiste. L'homme et ses 2 fils adultes sortent. On les emmène à 100 mètres dans l'obscurité, et là, au clair de lune, les fils de Brown dégainent des épées larges et les taillent en pièces. John Brown achève le père d'une balle dans le front. Ce soir-là, 2 autres foyers pro-esclavagistes subissent le même sort. John Brown est désormais un meurtrier, mais dans le Nord, les gens l'appellent un héros. Ce n'était pas sa dernière frappe. En octobre 1859, il retrouve son vieil ami Frederick Douglass dans une carrière abandonnée. Il lui dévoile un plan insensé. Attaquer l'arsenal fédéral de Harper's Ferry, en Virginie, saisir 100 000 armes et déclencher une insurrection d'esclaves à travers tout le pays. Douglas le supplie de renoncer. C'est un suicide. Brown lui répond « Je suis l'instrument de Dieu. Viens avec moi, je te défendrai de ma vie. » Douglas dit non. Un ancien esclave présent dit oui. Le 16 octobre 1859, minuit. Brown et 18 hommes envahissent Harper's Ferry, coupent les lignes télégraphiques, s'emparent de l'arsenal. Ils attendent. Ils attendent que les esclaves arrivent pour se battre. Ils n'arrivent jamais. À la place, des milices encerclent la ville. Le président envoie les Marines. Et c'est un certain colonel Robert E. Lee qui prend la tête de l'assaut. En quelques minutes, tout est terminé. 8 hommes de Brown sont morts, dont ses fils. Brown est blessé et capturé. Au procès, on lui demande s'il a quelque chose à dire. Il se lève et déclare que si ses actes avaient servi les riches plutôt que les esclaves, il aurait été récompensé, pas condamné. Il est pendu le 2 décembre 1859. Dans la foule qui le regarde mourir, Stonewall Jackson, Jeb Stuart et un certain John Wilkes Booth
l'homme qui assassinera Lincoln quelques années plus tard. Avant de monter à l'échafaud, Brown glisse un mot à son giste, geôlier. On peut le paraphraser ainsi. Les crimes de ce pays ne seront jamais lavés autrement que dans le sang. 18 mois plus tard, la guerre de sécession éclate. 750 000 Américains meurent. Et les soldats de l'Union marchent en chantant une chanson qu'ils appellent John Brown's Body. Ce chant deviendra plus tard la bataille hymne de la République. Maintenant, changeons d'époque. Bâton Rouge, Louisiane, 1983. Gary Posh est un père comme les autres. Il conduit son fils Jody, 10 ans, à l'entraînement de karaté. L'instructeur s'appelle Jeffrey Ducey, 24 ans. Gary l'aime bien. Le gars galère financièrement, vit presque dans son dojo. Alors Gary l'invite à dîner, lui prête son canapé, le traite comme un ami de la famille. Jody adore l'avoir autour. C'est son grand frère cool. Le 14 février 1984, Jeff demande à emprunter la voiture et à emmener Jody rendre visite à son oncle. La mère dit oui sans hésiter. Le soir, Jeff appelle pour dire qu'ils rentreront le lendemain. Demain passe. Rien. Un jour de plus. Rien. Puis une semaine. 2 semaines. Gary ne dort plus. Il imagine le pire. Et le pire, c'est précisément ce qui s'est passé. Le 29 février, un coup de téléphone. Jody, depuis un motel en Californie. La police localise l'appel en 30 minutes, débarque à l'hôtel, arrête Jeff. Jody est retrouvé sain et sauf, en apparence. Mais lors de l'examen médical, la réalité éclate. Jeff l'avait emmené à Hollywood, à Disneyland. Et la nuit, il l'enfermait dans une chambre de motel et faisait des choses à cet enfant depuis plus d'1 an. Jody n'avait rien dit parce qu'il avait peur de perdre son ami. Quand Gary apprend ça, son monde s'effondre. Et à l'intérieur de cet effondrement, quelque chose de sombre et de décidé prend forme. Il sait que la justice légale ne lui suffira pas. Il sait ce qu'il va faire. Jeff est extradé vers la Louisiane. Le vol, c'est le 16 mars. American Airlines, vol 595. Gary apprend ça d'un ami journaliste, par hasard, dans un bar. Le 16 mars, Gary entre dans l'aéroport de Bâton Rouge, chapeau baissé, lunettes de soleil. Il appelle son meilleur ami depuis un téléphone public et lui dit « Tu vas entendre un coup de feu ». Il raccroche. Jeff avance dans le couloir, escorté par les policiers. À 3 mètres, Gary sort un revolver et tire une seule balle dans la tête de l'homme qui a détruit l'enfance de son fils. Le tout filmé en direct par des équipes de télé venues couvrir le retour du suspect. Jeff meurt le lendemain. Gary ne résiste pas à son arrestation. Il sera jugé pour meurtre au second degré. Mais le juge reconnaît que cet homme ne représente aucun danger pour la société. Sentence, 7 ans avec sursis, 5 ans de liberté conditionnelle, 300 heures de travaux d'intérêt général. Pas un seul jour de prison. Quand on lui demande pourquoi il a tué Jeffrey Ducey, Gary répond simplement « Si quelqu'un avait fait ça à votre enfant, vous l'auriez fait aussi. » Un homme qui refuse que la loi lui dicte ce que la justice exige. Ça s'appelle de la vigilance. Ça s'appelle aussi un père. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, la chaîne a besoin de vous. Un abonnement, ça prend 2 secondes. Et ça nous permet d'en faire beaucoup plus.